bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à notre rendez-vous dès lundi et vendredi à 20 h. Ce soir, nous allons accueillir une personnalité qui a un parcours qui l'a conduite à des fonctions dans un grand groupe français de télévision, TF1. Donc, Samira Djouhadi, bonsoir. Bonsoir, Akli. Alors, on est heureux de vous accueillir parce que vous avez, on n'a pas beaucoup de personnalités de la société française qui ont un parcours comme le vôtre et qui accèdent à des responsabilités aussi importantes. Il y en a plusieurs, donc c'est peut-être aussi l'occasion pour nos téléspectatrices et téléspectateurs de découvrir votre parcours. Avec plaisir. Alors, dites-nous, qui est Samira Djouhadi ? Alors, qui est Samira Djouhadi ? Alors d'abord, elle a 47 ans, elle a 3 enfants, elle est mariée avec un Kabyle, elle est marocaine. Ensuite, elle s'est faite toute seule, on va dire, avec son temps, avec les difficultés de son environnement. Elle est issue d'une famille de 8 enfants, donc je suis la 3e parmi les 8. Et à un moment donné, il faut exister, surtout dans les familles maghrébines. Et puis de mon époque à moi, où on était les filles, nous, plus conditionnées à aller à l'école et rentrer à la maison. Donc il fallait se forger un caractère, il fallait exister. C'était ça le plus important. C'est comment on existe quand on est une fratrie assez importante. Et moi, ce qui m'a sauvée, ça a été le sport en fait. Rapidement, j'ai compris que le sport allait être ma bouffée d'oxygène, une autre famille, une deuxième famille que j'allais constituer. Donc j'adorais l'athlétisme et donc c'est comme ça que j'ai démarré. J'ai fait du sport très tôt, ce qui m'a permis à un moment donné aussi de partir en sport-études. Donc là où j'ai dû quitter carrément le cocon familial, donc ça a été une épreuve très dure pour moi parce qu'il a fallu que j'aille à Fontainebleau, donc j'étais interne et en fait j'ai pas supporté parce que au bout de 2 ans, et moi je suis à l'époque de la cabine téléphonique où j'appelais ma mère tous les mercredis après-midi pour lui donner de mes nouvelles et en fait tous les mercredis je pleurais quoi. Tous les mercredis elle avait sa fille au téléphone en train de chialer, donc elle comprenait pas parce que j'avais fait des pieds et de la tête pour que justement elle me laisse partir parce que dans nos familles laisser partir en plus une fille, c'était compliqué. J'avais embarqué avec moi tous mes enseignants, etc. pour convaincre mes parents ce qu'ils ont réussi à faire. Résultat des courses, je me mets à chialer parce que j'ai pas supporté la séparation, parce que on est habitué à vivre en famille et me retrouver toute seule, ça a été un choc pour moi, quoi. Parce que sûrement pas préparé, et c'est ce que j'essaye aussi de transmettre à nos jeunes aujourd'hui, c'est les codes. En fait, moi, les codes, on me les a pas donnés, les outils, on me les a pas transmis, et donc on t'envoie comme ça, dans une belle aventure, puisque ça aurait pu être une magnifique aventure pour moi, mais quand on n'est pas outillé, ça devient très compliqué. Donc je suis revenue dans mes terres, à Aubervilliers, et puis j'ai continué ma scolarité sur Aubervilliers où j'ai passé mon bac, où j'ai passé mon BTS parce que, encore une fois, on a peur de partir de son quartier, de sa ville. Donc par défaut, on choisit une formation qui est dans le même lycée où on a passé son bac, ce que j'ai fait. Donc j'ai passé un BTS compta-gestion en me disant, bon, moi je suis sur un terrain que je connais, je vais pas aller dans Paris, je vais pas aller ailleurs, au moins là je connais, il n'y a pas de souci. Et résultat des courses, je me rends compte que après mes 2 années de BTS, c'est pas du tout un métier qui va avec ma personnalité, parce que moi j'adorais faire du sport et ça c'était vraiment pas du tout ce que moi j'avais envie de faire. Donc résultat des courses, après mes 2 années de BTS, je prends la décision d'arrêter, me dire en tout cas c'est pas vers ce métier-là que je vais aller. Et donc, ce qui me passionne le plus, c'est le sport. Donc, autant aller vers l'enseignement et puis donner des cours à des jeunes, puisque c'est ce que j'aime, etc. Donc, c'est ce que je me mets à faire. Donc, je pratique à la Courneuve, où j'ai enseigné pendant une 12aine d'années. Et là, j'ai aussi un caractère, alors je ne sais pas si c'est les scorpions qui sont comme ça. Quand j'ai fait le tour, quoi. Je ne sais pas faire semblant, en fait. D'abord, ça se voit à ma tronche pour commencer. Et je décide donc d'arrêter au bout de 12 ans d'enseignement, d'arrêter l'enseignement parce que je ne retrouvais plus mon compte là-dedans et j'avais envie d'apporter plus que donner des cours de sport à des jeunes, etc. Et de là, donc j'en discute avec mon mari à l'époque et je lui dis, écoute, je vais arrêter. Il me dit, mais pour faire quoi ? Je lui dis, j'en sais rien, mais en tout cas, j'arrête pour essayer de comprendre vers où j'ai envie vraiment d'aller et qu'est-ce que j'ai envie d'apporter à cette société. Puisque déjà à l'époque, j'avais envie d'avoir un rôle et d'apporter quelque chose, etc. Aussi parce que j'ai vu aussi ces jeunes évoluer et aussi le regard qu'on a vis-à-vis d'eux, etc. En disant, c'est pas possible, quoi. Comment on peut être jugé juste parce qu'on a habité à la Courneuve ou parce qu'on a un nom qu'on a du mal à prononcer, etc. Et tout ça, ça me chagrinait énormément.
Et donc j'ai monté une association pour m'occuper au départ en me disant le temps que je trouve un métier qui me plaise, etc. Donc je monte cette association qui s'appelle Sport à Vie, qui en fait 18 ans après elle est toujours là, elle existe toujours cette association. Je la monte avec mon mari et l'idée de cette association c'est de se dire voilà on va faire de l'éducation par le sport, on va pas faire de pratiques sportives parce que des clubs il y en a plein et ça sert à rien de concurrencer. Par contre ce que moi je vais faire c'est utiliser des jeunes qui ont la passion du sport, soit parce qu'ils la pratiquent, soit parce qu'intellectuellement, ils aiment le sport. Et souvent, on oublie ces gens qui intellectuellement ont une vraie connaissance, une vraie culture sportive, etc. Et de leur dire, bah voilà, nous, ce qu'on veut vous faire faire avec Sport à Vie, c'est vous faire vivre les grands événements. Tu as le droit, toi aussi, petit jeune des quartiers, d'aller vivre une Coupe du Monde, où qu'elle soit partout dans le monde, ou des Jeux Olympiques, ou des championnats, etc. Mais pour ça, on va construire le projet ensemble. Parce que moi, je ne suis pas un Club Med, on ne fait pas de la consommation gratos. Hein. L'idée, c'est comment je vais t'accompagner pour qu'ensemble, on construise ce projet, pour qu'eux-mêmes se rendent compte qu'ils sont capables de faire des choses, qu'ils sont capables de travailler en équipe, qu'ils sont capables d'avoir une image positive d'eux-mêmes, parce que souvent, ces jeunes-là, souvent, ils ont une image qui est négative, donc forcément, quand on a une image négative de soi, qu'est-ce qu'on renvoie? Quelque chose de négatif. Donc l'idée, c'est comment on va travailler avec ces jeunes pour qu'ils se rendent compte qu'en fait, eux aussi sont intelligents. Eux aussi sont brillants, eux aussi, ils ont le droit de rêver et ils ont le droit de réussir. Et donc, tout ça autour du sport, parce qu'on sait que le sport, ça fédère. On sait que même si on est une nana, on est capable de crier dans un stade en train de regarder un match de foot. Mais en même temps, on construit le projet, on essaye de les faire projeter vers quelque chose de positif. Je donnais un exemple, en 2002, on décide d'emmener le premier voyage qu'on a mis en place, c'était Séoul. Et là, je dis à mon mari, bah voilà, on va mettre des cours de coréen. Il me dit, mais qu'est-ce qui te prend, toi? Je lui dis, si, parce que tu vas voir, la magie du truc, c'est qu'en fait, ces gamins, quand on va leur dire qu'on va mettre des cours de coréen, ils vont pas être bloqués, parce qu'il y a un objectif, il y a un but. Pourquoi on va apprendre cette langue? On sait qu'on va l'utiliser quand on va partir à Séoul pour la Coupe du Monde à l'époque en 2002. Et là, forcément, l'apprentissage, il va être fluide, il va être simple. Et donc, alors m'ont tous pris pour une dingue en me disant, écoute Samira, arrête, déjà le français c'est chaud, l'anglais t'oublie, et là t'es en train de nous parler de coréen. Eh ben, en fait, la magie, elle a opéré, parce que ces gamins, une fois qu'on leur a expliqué le pourquoi du comment de cet apprentissage, eh ben, ils ont compris que c'était une vraie force pour eux. Eh ben, je peux te dire que 1 an après les cours de coréen, eh ben, moi, j'ai chialé, quoi. Parce qu'à un moment donné, tu te dis, waouh, ces petits gamins qui viennent des petits quartiers, qui sont en train d'apprendre du coréen parce qu'ils savent pourquoi, etc. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gamins, on peut leur faire faire tout, et tout et n'importe quoi. Parce qu'à un moment donné, si on a expliqué les choses, eh ben, les choses peuvent se mettre en place. Et donc voilà, j'ai mis en place cette association qui a permis à des milliers de jeunes, puisque 18 ans après, on a fait toutes les Coupes du Monde, on a fait tous les Jeux Olympiques, tous les championnats d'Europe, etc. Et donc ces gamins qui ont vécu d'une manière intense ces événements, qui ont construit, qui se sont rendus compte qu'ils étaient capables de faire des choses, eh ben, on a apporté une pierre à l'édifice dans leur réussite scolaire, parce qu'on les touche jeunes, et donc forcément quand tu es passé par Sport à Vie, eh ben, certains nous ont dit, eh ben, quand j'ai passé l'oral de français, mais j'étais à l'aise, vous nous avez tellement mis dans des endroits publics, en train de faire des micro-trottoirs à parler aux gens sans qu'on les connaisse, etc. À un moment donné, ben, on prend confiance en soi, et effectivement, on se dit, bah ouais, pourquoi je vais avoir peur de cette personne, quoi? Donc, du coup, ils sont vachement à l'aise à l'oral. Souvent, les gens me disent, mais Samira, tu les entraînes ou quoi? Parce qu'ils parlent super bien. Ben non, c'est une question de confiance en soi. Quand ils ont compris leur rôle au sein d'un projet, eh ben les choses, elles opèrent, les choses, elles avancent. Et eux-mêmes se disent, bah ouais, moi aussi, je suis capable. C'est bien parce que, alors vous voyez quand même, moi j'ai laissé parler parce qu'il y a de la passion. Elle déballe le truc toute seule jusqu'à la fin. Je pourrais faire l'émission, je pourrais sortir à finir l'émission tranquillement, ça m'ira. Alors, donc, mais c'est vrai que quand tu parles sur ta vie, on voit bien, nous, par exemple, les jeunes, tu parlais d'Aubert, on pourrait parler sur toi de chez moi. Les jeunes qui font, par exemple, de la boxe thaï, par exemple, chez moi, dans ma ville, ils parlent tous thaïlandais. C'est parce qu'ils voient une utilité. Le problème de l'éducation, c'est aussi de montrer que ça peut leur être utile. C'est-à-dire que c'est ça que c'est de. Est-ce que c'est aujourd'hui toujours ta méthodologie de montrer aux gens que ça leur sera utile, que ça va les construire? Exactement. Et ça peut être mis en place dans
tous les projets possibles, quoi. De leur dire qu'à un moment donné, c'est ce qui va leur permettre de grandir, d'avancer, et qu'à un moment donné, l'apprentissage de tout est accessible à tous. Sauf qu'à un moment donné, ces jeunes-là, parce qu'ils ont habité en banlieue, parce qu'ils n'avaient pas aussi l'appui des parents, mais c'est pas de leur faute. À un moment donné, la plupart d'entre nous, on a eu des parents qui étaient illettrés, qui n'ont pas appris à lire, à écrire, etc. Mais nous, on a été à l'école de la République. Nous, on a été à l'école. D'ailleurs, souvent, je le dis, le problème de notre pays ici, c'est qu'à un moment donné, ils ont ramené nos parents pour construire dans les années 60 les immeubles, les machins, et on sait très bien ce que ça a donné, etc. Mais je crois qu'ils ont oublié que ces gens-là allaient construire une famille et allaient avoir des enfants, et ces enfants allaient aller à l'école. Et c'est pour ça qu'on a eu ce coche qui a été qu'à un moment donné, on ne s'est pas occupé des jeunes de banlieue. Mais ils sont d'autant plus brillants. Et effectivement, si on arrive à gratter en eux le côté positif qu'ils ont, le côté brillant qu'ils ont à l'intérieur d'eux, mais ils peuvent faire des choses extraordinaires, quoi. Il faut juste les accompagner. Il faut juste, à un moment donné, mettre les choses en avant. Je vais prendre un truc qui est l'extrême. Les gamins qui dealent. Mais on enlève la drogue. Mais si on regarde toute l'organisation pour vendre leur... Mais c'est des businessmen, ces mecs. C'est des chefs d'entreprise. Ah oui, ils gèrent... dommage qu'ils ne paient pas leurs impôts. Exactement. Mais à un moment donné, il faut voir ça. Il faut voir ce côté que ces mecs, sans avoir appris les choses, ils ont réussi à mettre en place toute une économie pour faire fonctionner toute une chaîne. Donc si nous, on arrive avec ces jeunes-là de transposer ça, de transformer ça en quelque chose de positif, mais ces gamins-là, ils vont devenir des grands chefs d'entreprise. C'est un peu ce que faisait l'école de Chicago sur des sociologues, et notamment au Mexique, où à travers dans des quartiers difficiles, où ils se sont servis de ce qui était des difficultés, ils en ont fait des leviers. Exactement. Pour justement l'émanciper, sortir les gens. Voilà. C'est un peu l'esprit de ce que vous faites, c'est vous, c'est bien, c'est-à-dire que vous dites, s'ils sont capables de faire ça, je peux les emmener à faire autre chose. Exactement, on peut les emmener à faire quelque chose, on peut leur montrer de quoi ils sont capables, et à partir de là, c'est cette valorisation qui va faire qu'à un moment donné, on va changer tout. Et c'est ce qu'on a fait avec la Fondation TF1, quand j'ai créé il y a 10 ans la fondation du groupe, pour justement, pour moi, c'était important qu'on se préoccupe de l'emploi des jeunes, parce que... Alors, juste avant de me parler de ça, Samira, moi, je veux savoir comment on passe de Sport à Vie à la Fondation TF1. Alors, c'est ça qui est intéressant, parce que c'est ce parcours qui va intéresser aussi les gens, parce qu'ils aiment bien savoir comment on avance. Alors, comment on passe ? C'est tout simple, c'est qu'à un moment donné... Et les gens qui créent des associations le savent, le nerf de la guerre, on a beau dire, c'est ok l'énergie, mais il faut de l'argent. Hein. Donc à un moment donné, il a fallu aller chercher de l'argent pour emmener tous ces jeunes dans tous ces pays où il y a eu tous ces événements depuis maintenant 18 ans. Et donc je me mets bien en tête, et là je vous parle c'était en 2000, où TF1 était au haut de la pile et qu'on avait l'impression qu'elle était inaccessible, etc. Où là je me prends la décision d'aller frapper à la porte de TF1 en me disant de toute façon il n'y a aucune association qui va me concurrencer, puisque on la traite d'FN, on la traite de droite, de machin et tout ce qu'on peut imaginer, etc. Alors que c'est pas vrai, quoi. C'est à un moment donné, il faut aussi se dire avec qui on peut s'entourer pour réussir nos projets, puisque notre objectif commun, ce sont les jeunes au départ. Et l'idée, pendant 6 mois, j'ai frappé à la porte du président de l'époque, qui était Patrick Lelay, où j'appelais tous les matins, à la même heure, son secrétariat, pour avoir un rendez-vous avec ce fameux président. Et donc, j'ai mis 6 mois, tous les jours, à appeler, jusqu'au jour où un jour, on me rappelle pour me dire « Enfin, madame, vous avez un rendez-vous ». Elles étaient, je crois, encore plus heureuses que moi, parce qu'elles se sont dit « Mais c'est quand qu'elle va s'énerver ? C'est quand qu'elle va nous insulter au téléphone ? Parce que tous les jours, on lui dit non, on n'a pas de retour, etc. » Et donc, elle m'annonce la bonne nouvelle. Donc je débarque à ce rendez-vous où là bien entendu j'ai le droit à un coup de pression, où le président me dit j'ai 10 minutes à vous consacrer. Je lui dis ça tombe bien, je parle très très vite, donc j'aurais vendu mon projet en 5, vous inquiétez pas. Sauf qu'on est resté 1h30 à échanger, c'est pour vous dire. Et là, il a été tellement impressionné qu'il me dit écoute, il n'y a pas de souci, nous on est partenaire de ton association, et si tu as besoin d'autre chose, n'hésite pas à nous le demander, on fera tout pour justement t'accompagner, à trouver des partenaires pour toi, etc. Et l'aventure a démarré comme ça. Et tous les ans, on se voyait à raison de 2 fois par an pour débriefer des actions de Sport à Vie. Et puis un jour, au bout de 3 ans de partenariat, il me fait convoquer. Donc là, ma crainte, je me dis, ça y est, il va m'annoncer que c'est la fin du partenariat. Comme il est breton, il veut me le dire en face. Donc je débarque avec un argumentaire en me disant, il faut que je lui explique pourquoi il ne faut surtout pas arrêter. Et là, en fait, pas du tout. Il me convoque pour me proposer d'intégrer le groupe. Donc là, je me dis, mais
ça va pas être possible, quoi. J'ai pas quitté mon poste de prof de sport pour intégrer le groupe TF1. Et puis je lui dis, mais pourquoi faire? Il me dit, pour être commercial à la régie publicitaire. Alors là, je lui dis, non, mais attends, moi j'aime trop le social, quoi. Je vais pas me mettre à faire du commercial. Et il me dit, je lui dis, en plus, j'y connais rien. Si quelqu'un qui appelle 6 mois à la même heure tous les jours pour avoir un rendez-vous et qui l'obtient, à mon avis, il est pas idiot non plus. C'est quelqu'un c'est un bon businessman aussi. Mais hein. complètement. Il s'est dit, si elle est commerciale, elle va appeler les mecs pendant 6 mois, elle aura les rendez-vous. Il a tout compris. Exactement. Tout à fait. C'est juste que il a du bon sens, quoi, le gars. Du bon sens, exactement. Et donc, du coup, et là, il me dit, écoute, t'as le week-end pour réfléchir, mais je veux une réponse positive lundi, bien entendu. Hein. Donc là, je rentre avec le mal de ventre en me disant, mais je peux pas lui dire non, parce que je crains qu'on n'ait plus nos subventions pour la fondation. En même temps, j'ai senti qu'il avait une telle envie de me voir intégrer cette entreprise que là, je me dis, je vais le décevoir. Et là, me vient l'idée, et là, je me dis, bon, écoute, super. Je sais ce que je vais lui proposer. Donc, je débarque le lundi. Je lui dis, OK, mais à une seule condition. Il me dit laquelle? Je lui dis, il n'y a pas de fondation à TF1. Donc, je veux être celle qui te propose un projet de fondation. Et si vous acceptez les conditions et le projet, etc., par contre, j'en prends la direction. Il me dit, OK, c'est une super idée. Tu es la meilleure personne qui pourrait nous conseiller. On y va, banco. Dès que tu es prête, tu me présentes un projet. Donc là, j'apprends le commercial et il a raison. J'ai adoré et j'ai fait du fric. Il a eu raison. Et en parallèle, donc je lui présente rapidement un projet de fondation en lui disant, voilà, si TF1 doit faire une fondation, elle doit être atypique parce que TF1 est leader, parce que TF1 dégage une image tellement forte qu'on ne peut pas être juste un distributeur d'argent. On doit s'impliquer dans une cause nationale forte et à mon sens, c'est celle des jeunes. Parce qu'à un moment donné, cette cause-là, elle est importante. Et des jeunes, on en aura dans toutes les décennies, tous les ans, on a une problématique de l'emploi des jeunes, quoi. Donc si nous, on s'intéresse à cette problématique, on va pouvoir emporter d'autres boîtes pour aller dans le même sens et pouvoir justement ouvrir leurs entreprises. Et c'est comme ça qu'on a ouvert notre programme sur l'insertion des jeunes. Alors tu sais que ça vient, je sais que tu le sais, je suis sûr que tu le sais, qu'en 2000, il y avait une directive européenne qui tombait sur la discrimination et que TF1 était dans le collimateur, notamment par rapport à ses journalistes, etc. Ouais, donc voilà. C'était une période où ça tombait... exactement, tout à fait. Donc en clair, c'était vraiment la personne qu'il en fallait pour sortir du risque de passer sous les fourches codines. Exactement. Et donc voilà, et donc on a fait le travail et on a démarré parce qu'il fallait démarrer sur un métier parce qu'on ne pouvait pas s'embarquer sur tous les métiers du groupe. Donc moi, comme moi j'aime la difficulté, j'ai pris les métiers du journalisme justement en se disant c'est le meilleur métier pour lequel, si avec ce métier ça fonctionne, dans tous les métiers du groupe, ça fonctionnera. Et là effectivement, je me suis entourée des patrons de l'information parce que je ne peux pas travailler toute seule. Hein. L'idée c'est d'embarquer les collaborateurs. Donc à l'époque, c'était Robert Namias qui était le patron de l'info et de lui dire, voilà Robert, l'idée c'est quoi? C'est que justement, on puisse, nous, demain, intégrer, former des jeunes issus de la diversité qui vont intégrer notre rédaction ou pas, c'est pas grave. Mais au moins, on les a formés, on leur a donné leur code et surtout, eux vont aussi nous apporter. Ils vont nous apporter un autre regard sur, justement, les quartiers populaires, sur d'autres thématiques, etc. Et donc, c'est gagnant-gagnant au final, notre action. Et c'est comme ça qu'on a commencé à recruter des promotions. Ils étaient entre 10 et 12 personnes. Donc, l'idée, parce que j'aime pas trop, moi, les process qui ne servent à rien, en l'occurrence le CV, la lettre de motivation, je trouve que c'est d'une nullité absolue. Par contre, pour recruter, ce que j'ai mis en place depuis 10 ans et qui fonctionne, c'est de dire à ces jeunes, vous voulez participer à notre programme, vous vous filmez pendant 3 minutes et juste vous nous donnez envie de vous rencontrer. On veut ressentir cette niaque à travers votre discours, d'envie de travailler, d'envie de donner, d'envie de mouiller votre chemise. Et si on a reçu ce message-là, là on vous invite à un entretien avec un RH, avec le collaborateur qui propose le poste. Et là, on va essayer d'échanger avec vous pour essayer de voir qui en a le plus besoin pour qu'à la fois on vous apporte une expérience professionnelle, mais aussi un vrai plan de formation diplômant dans une vraie école reconnue par la profession qui va leur permettre de ressortir diplômés avec un tuteur comme tout alternant, mais pas que, puisque nous, on leur met aussi un parrain qui lui va avoir un autre rôle qui va être plus quelqu'un qui va apporter les codes de l'entreprise, qui va apporter le réseau, parce que 2 ans, ça arrive très vite. Comment je prépare ma sortie, sachant que moi, je leur promets pas de les embaucher après les 2 ans, puisque c'est pas ça l'objectif. Mais tous les ans, on me fait mentir, puisque la moitié reste à TF1, embauché en pige, en CDD ou en CDI.
Mais le plus intéressant, et d'ailleurs je leur dis, je lui dis surtout ne restez pas. Allez mesurer votre expérience de TF1 à l'extérieur. Vous allez voir, on vous serez reconnu et on vous ouvrira les portes, etc. Et d'ailleurs, beaucoup me disent, effectivement, Samira, avant on regardait mon nom, mon adresse. Ah bah maintenant, le logo TF1, il efface tout. Et ben voilà, si on peut faire ça, et ben voilà, ça demande quoi? De l'énergie, voilà, et de l'engagement. En clair, Samira, tu as mis en place que la réponse qu'on apportait au CV anonyme, c'est de dire arrêtez de regarder le CV des gens, parce qu'il n'y a aucun CV qui est anonyme, parce que justement le CV c'est fait pour tout, sauf pour être anonyme, parce que justement on doit dégager personne. Passer au potentiel. Exactement. Regardez le potentiel. Arrêtez de regarder le cursus scolaire, le savoir, truc, mais regardez aussi le savoir-être, le potentiel, la capacité. C'est qu'est-ce que la personne est capable de voir. C'est un peu comme tu disais dans le sport. On va revenir à ton sport. C'est de regarder un entraîneur, un bon coach, c'est qu'il va voir tout de suite sur le jeune son potentiel. Exactement. Il va pas voir le gars fini. Il sait s'il a le potentiel pour aller plus haut ou pas. C'est ça le but. Bien sûr. Sinon, on crame les gens, on les use. Donc c'est un peu l'esprit que tu essaies d'insuffler. Exactement. C'est vraiment essayer de ressortir en ces jeunes ce dont ils sont capables et surtout leur redonner confiance. Parce qu'en fait, la clé de tout, c'est la confiance. Quand on a confiance en soi, qu'on sait qu'on est capable d'eux, eh ben, on peut faire des choses extraordinaires. Et quand on a fait ça, bah après, c'est le boulevard pour eux, quoi. Après, ils peuvent faire... Moi, j'ai vu des journalistes qui voulaient juste faire le métier de journaliste uniquement parce que c'est leur rêve et qui se retrouvent à faire de la présentation télé, qui se retrouvent à faire des choses extraordinaires. Mais tout ça parce qu'à un moment donné, ils se sont rendus compte que, ben ouais, mais eux aussi, ils peuvent. Eux aussi, ils ont le droit d'eux. Parce que souvent, le problème de ces jeunes, c'est qu'eux-mêmes se mettent des portes invisibles en se disant « Mais ouais, mais pourquoi moi? Pourquoi ce serait moi, quoi ?» Mais si, mais pourquoi ce serait pas toi aussi? Il y a des trucs. Alors donc je vois que tu nous as ramené le rapport annuel, hein, 2016, parce que c'est bien parce que c'est pas son engagement parce qu'elle y travaille, c'était son engagement avant et elle s'est devenue son travail. C'est ça. Donc, du coup, elle a fait de son engagement un travail. Vous voyez comme quoi. Donc ça vient sur donc ça a commencé en quelle année alors exactement tes premières. La première promo, fournées. la première fournée est arrivée en 2008. Voilà. Voilà. Là, exactement. Ils étaient 7. Voilà, ils étaient 7, exactement. Tout à fait. Et donc depuis, tu en as fait combien des fournées donc, je viens de faire rentrer la 10e fournée au mois de septembre, là, 2017. Et donc, ça se passe comment alors, pour les gens que ça pourrait intéresser, ils candidatent donc par CV vidéo. Voilà, alors tous les ans, on ouvre le recrutement à partir du 15 février de chaque année, ça ne change jamais. 15 février, on ouvre les recrutements, donc sur le site de la Fondation, il y a la liste, puisque tous les ans, on change de métier, bien entendu. La liste des métiers auxquels on ouvre les postes. Donc là, il suffit de postuler, d'envoyer son CV vidéo, de remplir un formulaire qui est sur notre site aussi, tout simplement. Ils ont 2 mois et demi pour le faire. Nous, ensuite, on étudie cela. S'ils sont pris, sont convoqués à un entretien au mois de juin. Et si l'entretien est concluant, bah, ils arrivent pour 2 ans à partir de septembre de l'année qui suit, quoi. Voilà. Alors déjà, les gens qui vont regarder l'émission vont voir que quand même que Samira, c'est un ouragan. Hein, alors, du coup, c'est pas comment tu concilies ça, ton poste de courir partout, de toujours à ta totalité, et ses 3 enfants. Et est-ce que le père contribue beaucoup? C'est ça, c'est équilibré ou est-ce qu'il a le choix? Alors oui, il a toujours le choix, mais en fait... J'aime beaucoup il a toujours le choix. Ça déjà, je vous laisse augurer de la suite. Il a le choix, mais... Si, il a le choix. Pas trop. Bon, l'avantage, il est enseignant, donc du coup, c'est beaucoup plus adapté au niveau du rythme des enfants, etc. Donc, et les enfants, ils sont nés avec tout notre engagement. Donc les enfants, limite, ils participent à nos actions, ils sont toujours avec nous en train de barouder à droite et à gauche, etc. Donc ils ne nous connaissent pas autrement que dans nos engagements, que ce soit moi à la Fondation, que ce soit mon mari et moi au sein de Sport à Vie, plus les autres associations qu'on fédère, etc. Donc voilà, donc après c'est un mode de vie et je pense que je ne pourrais pas vivre sans ça parce que c'est ce qui nous a construit et je pense qu'il faut être reconnaissant de ce qui nous a construit aussi. Et puis en même temps, quand on voit les résultats, quand on voit ces jeunes qu'on croise des années après, qui sont reconnaissants du peu qu'on leur a donné parce qu'on a participé à leur trajectoire, c'est juste magnifique, quoi.
c'est assez Alors, beau, quoi. on peut saluer ton mari, hein, parce que... Ah bah on peut dire que saluer je- parce on qu'il peut dire est... que voilà, on peut dire aussi que je le connais, c'est vrai que... Exactement. En plus, sur les Kabyles, je En sais plus, tout. en Voilà. plus, c'est Mais- la mafia kabyle, ouais. Ah, bah, Gabriel Acquedel. Donc oui, parce que c'est vrai, mais c'est vrai qu'il y a besoin effectivement de cette cellule un peu familiale qui te... Ah, c'est important. C'est ce qui te Ouais. ressource. Ah, moi, s'il n'y avait pas ça, c'est compliqué parce que je suis toujours à droite et à gauche, etc. Donc, si voilà, dans la famille, on ne comprend pas pourquoi on le fait, bah oui, on peut faire des enfants dépressifs, on peut faire des enfants malheureux aussi qui ne comprennent pas, etc. Donc, voilà, mais je pense que l'engagement, il fédère toujours tout parce que, voilà, eux aussi assistent à l'évolution, aux échos qu'ils peuvent entendre à droite et à gauche des gens qui ont contribué, que ce soit à nos projets Sportavi ou autres, etc. Donc, voilà, et puis bon, je pense qu'à un moment donné, voilà, on a mis en place une notion d'entraide parce qu'à un moment donné, c'est comme ça qu'il faut avancer, quoi. C'est comment on peut s'aider mutuellement. Aujourd'hui, c'est toi, demain, c'est moi. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on peut vivre dans une société saine et non pas se tirer dans les pattes toutes les 5 secondes, quoi. Alors, c'est quoi les grands projets à venir de Samira? Donc là, on sait que la prochaine fournée, on ne va pas nous dire sur quoi elle va être, mais c'est quoi tes grands projets? Bah, Qu'est-ce que tu voudrais faire de la fondation? Il y a ce process, mais est-ce que tu as d'autres... Alors oui, on a d'autres projets. Un qui est déjà bien avancé, qui est le stage de troisième, le fameux projet, les fameux stages de troisième où on sait que nos gamins galèrent parce qu'ils ne trouvent pas le bon stage, etc. Et d'ailleurs, je trouve que c'est le stage le plus discriminant parce qu'on demande à un gamin de 14 ans de trouver un stage de troisième qui est son réseau à part ses parents. Donc quand on a des parents qui n'ont pas un super boulot, qui ne travaillent pas dans une super boîte, donc qu'est-ce qu'il fait par défaut? Ben il est un peu limité dans les entreprises, donc il va aller prendre les entreprises locales qui se trouvent dans son quartier, etc. Mais c'est pas ça la réussite. À un moment donné, c'est comment j'arrive à me projeter pour me dire ah ouais, cette boîte, demain j'aimerais bien y travailler, donc j'aimerais bien faire mon stage là-bas. Et donc j'ai créé une association qui s'appelle Tous en stage, auquel j'ai fait fédérer des entreprises, des collectivités, des institutions. Et en fait, j'ai inventé le stage alterné, où l'idée, c'est de se dire, d'ailleurs, on commence là sur le mois de novembre, et l'idée, c'est quoi? C'est de se dire, je donne un exemple de semaine, le lundi, ils vont chez TF1, le mardi, ils vont chez Microsoft, le mercredi, ils vont chez Coca-Cola, le jeudi, ils vont chez Adecco, et le vendredi, ils retournent dans l'entreprise du lundi, donc si c'est Ça s'appelle TF1, plus Adecco, hein. ça s'appelle comment? Ça s'appelle... comment ça s'appelle déjà que c'est toujours... c'est le préfet qui préside, comment ça s'appelle maintenant? Adecco, le risque de... Comment c'est? Je sais même plus le Ah nom. bon, si, c'est Adecco? Ça a changé de nom. Ah bon? C'est véridique, Ah, je hein. sais pas. Mais tu vois, même tu m'as fait pas, j'ai D'accord. dit ça, et puis Ah, j'ai plus le nom. Comment ça s'appelle? Mais si, on le voit bien, c'est sur le travail temporaire, on l'a partout. Bah, ça me reviendra, mais c'est pareil, c'est Adecco, on D'accord, a et voilà. compris. Et donc du coup, et après, les gamins reviennent le vendredi dans l'entreprise auquel ils sont allés le lundi. Donc si c'est TF1, ils reviennent chez nous. Et là, on les met par groupe de 4. Et chaque groupe vont nous restituer l'après-midi la journée d'une entreprise. Donc on va les mettre en position de présentation de l'oral devant tous les partenaires, leur principal de collège, les profs et certains parents qui viendront les écouter dans notre entreprise. Et là, cette année, pour la saison 2017-2018, on a organisé 20 semaines de stage entre le 20 novembre et fin avril. Et d'ailleurs, cette année, on s'ouvre même en province puisqu'on va organiser 2 semaines à Lyon, 1 semaine à Marseille et 1 semaine à Lille. Et donc, ce qui va nous permettre de toucher plus de 400 gamins qui, grâce à ce concept, vont vivre un stage extraordinaire. Alors, au-delà du stage extraordinaire, si les gamins pouvaient déjà vivre un stage, parce que il faut quand même savoir que le premier contact que les jeunes ont avec l'entreprise, c'est ce stage de troisième. C'est ça. C'est ce que les gens oublient. Exactement. Et ce premier contact Voilà. va effectivement Exactement. définir leur goût Tout à à fait. travail, tout ça. Exactement. Et souvent pour les jeunes des quartiers populaires ou d'autres moins aisés, et comme tu dis, qui n'ont pas les réseaux Ouais. ou les codes, et ben le premier contact avec l'entreprise, c'est un contact de servir le café qui voilà. n'a rien à voir avec le monde d'entreprise. C'est pas un contact qui les éveille, Voilà. quoi. Exactement. Donc c'est vrai que c'est un vrai, contrairement à ce que l'on peut penser, c'est un stage qui est essentiel, non? Tout à fait essentiel, et surtout c'est quand même l'année où ils vont choisir leur orientation scolaire, donc c'est hyper important pour eux de se dire voilà, moi j'ai envie de faire ça. Ou certains gamins, quand on leur posait la question sur qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, et qu'après on leur faisait visiter les entreprises, combien ont changé d'idée en disant mais je pensais pas que c'était accessible pour moi ça en fait. Bah si, c'est accessible pour toi. Sauf qu'on t'a pas donné effectivement les bonnes informations, les bons outils qui font qu'à un moment donné, tu as le droit aussi de te projeter.
Donc ça, c'est un des gros projets qui prend de l'ampleur. Donc j'invite toutes les entreprises qui souhaitent participer à ce programme Tous en stage de nous appeler. C'est facile à trouver, hein, nos coordonnées, et d'adhérer et de pouvoir accueillir eux aussi à leur tour dans leurs entreprises des jeunes des quartiers populaires. En tous les cas, l'émission touche à sa fin, là, donc Samira, merci vraiment d'être venue. Merci à toi, Akli, merci d'avoir invité. C'était normal, ton parcours aussi, tu as vu, c'est pas... mais vous avez vu que j'ai pas dû beaucoup intervenir. Samira, elle n'a pas faibli du début à la fin. Sa conviction, ses motivations, sa force de persuasion. Hein, donc si vous cherchez une commerciale, n'hésitez pas, le truc. Donc en tous les cas, merci. Et puis je vais te laisser aller rejoindre ta famille parce que ça te fait des longues journées. Hein. Exactement, mais bon, c'est pour la bonne cause, donc voilà. Pas de souci. Et sur ces, vous voyez quand même que des choses sont possibles. Hein, elle vous y encourage. Quand on écoute Samira, elle donne l'envie de se battre, d'aller de l'avant. J'espère qu'elle vous a transmis ses convictions, sa passion, sa volonté d'aller de l'avant. Et donc nous, on se retrouve tous les lundis et vendredis à 20h avec toujours un invité pour aller toujours au bord, c'est-à-dire plus haut. Et donc... on se retrouve très vite. Merci de votre fidélité. À bientôt. Bonsoir et bonne soirée.